C'est un grand plaisir pour moi de donner cette deuxième présentation dans votre congrès et je tiens encore une fois à remercier le comité organisateur pour son invitation. Alors, on m'a demandé de partager avec vous mon expérience avec la chirurgie de Xen et plus globalement, l'expérience qu'on a acquis au sein du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Je suis consultant et je fais partie également d'Advisory Boards pour Allergan qui commercialise le Xen. Alors, on va parler de classification des MIGS, on va donner quelques conseils pratiques pour la technique d'implantation. Enfin, on va montrer des vidéos de complications intraopératoires et comment les gérer avant de donner nos résultats au sein du Centre hospitalier de l'Université de Montréal. Le Xen fait partie de la grande famille des MIGS. Cette grande famille des MIGS a certaines caractéristiques en commun. Alors, habituellement, c'est des micro-incisions ab-internaux. Le trauma est minime au niveau de la conjonctive, ce qui va permettre finalement de préserver au maximum l'architecture tissulaire. En termes d'efficacité, on parle d'efficacité légère à modérée, un haut profil de sécurité et enfin une récupération rapide. Alors, il y a trois types de mix. Les mix qui vont aller viser la voie de bypass trabéculaire, notamment les iStent, Hydrus, Carouk, GATT et trabectome. Les mix qui vont aller viser la voie la plus efficace, la voie sous-conjonctivale, notamment le Xen et le Preserflow. Et enfin, les mix qui vont aller viser la voie suprachoroïdienne, notamment le CyPass qui a été retiré du marché et l'iStent Supra. Alors, en termes d'efficacité et de sécurité, tous les mix ne sont pas égaux. Les mix qui vont aller viser la voie sous-conjonctivale sont notamment plus efficaces que les mix qui visent le bypass trabéculaire. Le Xen est une sorte de chirurgie vraiment hybride entre les MIGS et la chirurgie traditionnelle. Il partage à la fois le fait qu'il est minimalement invasif comme les MIGS. Par contre, en termes d'efficacité, on se rend compte qu'il est très proche de la trabéculectomie. Alors, on va voir ensemble quelques conseils pour la technique d'implantation et également les complications et comment les gérer. L'implant de Xen vient dans un injecteur disposable avec à son bout une aiguille 27. Il fait 6 mm de longueur à une lumière interne de 45 microns. Il est fait de gélatine de porc et permet le drainage de l'humeur aqueuse vers l'espace sous-conjonctival. C'est une chirurgie qui est définitivement plus courte qu'une trabéculectomie et est effectuée en une dizaine de minutes. On va voir ensemble quelques conseils pratiques pour l'implantation. On commence par l'injection de mitomycine C au microscope pour éviter une hémorragie sous-conjonctivale qui pourrait obstruer la vision lors de l'implantation. On injecte 0,1 cc de mitomycine C, 0,2 mg par cc dans l'espace sous-ténonien, soit typiquement 20 microgrammes, 40 microgrammes pour les cas plus à risque d'échec. La mitomycine C est habituellement injectée à 6 mm du limbe et repoussée loin du limbe avec un Q-tip humide pour créer un bleb plus postérieur. Typiquement, je ne fais plus de marquage de la conjonctive, mais à ce stade-ci, un marquage de la conjonctive à 3 mm du limbe dans le cadran supéronasal pourrait être fait pour identifier le site de sortie du Xen. Je conseille une petite marque pour ne pas obscurcir le site de sortie du tube. Au niveau de l'anesthésie, on utilise de la lidocaïne 1% sans préservatif en intracaméral. Ici, il s'agit d'une chirurgie combinée phaco-Xen. Alors, on commencera toujours par la portion phaco. Pour ce qui est de la plaie principale, on utilise un kératome 2,2 mm. Très important de bien se positionner pour viser facilement l'aspect supéronasal. On se met donc légèrement inférotemporal. Toujours bien remplir l'œil de viscoélastique avec du viscoélastique cohésif pour garder la chambre bien formée et pénétrer facilement dans la sclère. Ensuite, on vérifie le Xen et le fonctionnement de l'injecteur. On fait sortir juste le bout du Xen, on inspecte le Xen puis on le repositionne doucement à sa position initiale. Il y a deux façons d'injecter, avec ou sans gonioscope. Je le fais typiquement sans gonioscope. Lorsqu'on avance vers l'angle, on doit s'assurer que le Xen est repoussé complètement dans l'injecteur. On utilise une contraction avec un McPherson ou un Vera Hook pour garder l'injecteur dans l'angle. La loi de Snell, elle fait en sorte que lorsqu'on vise à travers la cornée, on aboutit plus postérieur que ce que l'on croyait. Donc le conseil, c'est vraiment de viser plus antérieur. Le but, c'est de rentrer dans le trabéculum non pigmenté ou dans le choual pour éviter un reflux de sang. Une fois qu'on voit sortir le bout de notre aiguille à 3 mm, il faut vraiment maintenir une pression antérieure pour traverser la ténon et loger le Xen dans l'espace sous-conjonctival. On garde une pression dans l'angle également pendant que l'aiguille se rétracte pour éviter tout mouvement de ressaut à la sortie de l'injecteur. On s'assure à l'aide du gonioscope de la bonne position du Xen, alors antérieure au trabéculum pigmenté. La position idéale pour un Xen, c'est la position 1, 2, 3, soit 1 mm dans la chambre antérieure, 2 mm sous la conjonctive et 3 mm intrascléral. Par la suite, on procède au retrait de l'ensemble du viscoélastique jusqu'à obtenir une large bulle en supérieur. On referme la plaie principale à l'aide d'un point au nylon 10-0.
Alors concernant la sélection des patients, l'indication actuelle au Canada et aux États-Unis, c'est pour les patients atteints de glaucome primaire à angle ouvert qui ne répondent pas au traitement médical maximal. Par contre, très rapidement, la majorité des chirurgiens l'ont utilisé dans des contextes très divers. Ici, je l'utilise dans un contexte off-label, dans un glaucome chronique par fermeture de l'angle. Le principe, finalement, c'est le principe d'une paille. Ici, on a le bout d'une paille sous la conjonctive, puis l'autre bout de la paille à l'intérieur de la chambre. Le pont devrait être fonctionnel. Donc, je l'ai utilisé plusieurs fois dans des cas de glaucome chronique par fermeture de l'angle. On voit bien finalement que notre xène est libre, il est loin de l'iris. Ici, une autre contre-indication, une lentille de chambre antérieure et également une cicatrice d'extracap. Alors, on dépasse la cicatrice d'extracap, puis une fois dépassée, la conjonctive est bien mobile. Également, la lentille de chambre antérieure est une contre-indication relative pour un xène. Donc, encore une fois, c'est le même principe. On a un bout du xène qui est dans la chambre antérieure et l'autre extrémité qui est sous la conjonctive et on obtient une large bulle chez cette patiente-là. Donc, on a pu éviter de faire un tube shunt. Une autre contre-indication relative, c'est la cornée opaque. Alors, dans un cas comme celui-là où mes collègues de cornée voudraient diminuer la pression avant de procéder à une autre chirurgie de greffe, alors on sait que le xène fait 6 mm de longueur et en utilisant notre compas, on est capable de voir l'extrémité du xène en sous-conjonctival et donc on sait que il y a une portion qui est dans la chambre antérieure. La preuve, c'est cette large bulle obtenue en supérieur. Les glaucomes pigmentaires, pseudo-exfoliatifs et uvéitiques constituent les autres indications off-label classiquement. Alors ici, on passe aux complications intraopératoires qui pour la plupart sont bénignes. On commence par la perforation de la conjonctive lors de l'insertion du xène. Ici, on a un patient qui collabore peu avec un léger Alzheimer. On voit ici que le tube de xène est ressorti à travers la conjonctive. Il s'agit de reprendre l'implant de xène très délicatement, puis ensuite de l'insérer tout autant délicatement à l'intérieur de notre injecteur en s'assurant de ne pas le couper. Par la suite, il faut vraiment aller insérer beaucoup de viscoélastique dans la chambre antérieure afin de faciliter l'implantation de notre xène à travers la sclère. On repositionne le xène proche de sa position initiale et il n'est pas nécessaire de refermer le petit trou au niveau de la conjonctive initiale. Vu la rapidité de la chirurgie, le xène est une excellente alternative chez un patient qui collabore un peu moins. Lors de l'implantation, il faut toujours pousser sur notre injecteur pour dépasser la ténon. Les perforations restent quand même très rares. Autre complication bénigne, mais qui peut constituer un challenge lors de la chirurgie, l'hémorragie sous-conjonctivale. Pour éviter une hémorragie sous-conjonctivale, on injecte l'amitomycine C sous microscope et on essaye d'arrêter les anticoagulants si l'état de santé du patient le permet. Donc, on va dépasser la zone d'hémorragie où la vision est obstruée et on va injecter notre xène. Tout de suite, on va obtenir une large bulle lors de l'irrigation du xène. Il faut essayer d'éviter toute hémorragie sous-conjonctivale pour éviter la fibrose qui s'ensuit et un risque d'échec augmenté. Ici, on procède à une injection sous-optimale du xène. Il est toujours important de rétracter complètement l'aiguille avant de sortir de l'angle pour éviter que le tube ne soit ramené dans la chambre antérieure comme ici. Alors on va voir que l'aiguille n'est pas complètement rétractée. On voit encore le bout de l'aiguille et donc le tube est ramené dans la chambre antérieure. Il faut donc procéder au retrait du tube à l'aide de pinces intraoculaires, puis on repositionne délicatement l'implant de xène dans l'injecteur avant de procéder à nouveau à son implantation. Il est également important lorsqu'on implante le xène de garder une pression dans l'angle pendant que l'aiguille se rétracte pour éviter tout mouvement de ressaut à la sortie de l'injecteur. Le ressaut peut mener à un saignement et à couper le xène également. Il est facile de mobiliser le tube en intraopératoire et en post-op dans les premières 24 heures. Après cela, le xène s'hydrate, il s'expand et prend une position plus fixe. Si on a un doute sur la position du tube, il vaut mieux procéder à son repositionnement en intraopératoire tout de suite.
Ici, le tube est long dans sa portion sous-conjonctivale. On va donc repositionner le tube en le repoussant vers la chambre antérieure à l'aide de pinces Morea. Le XEN est fragile et facile à casser, il faut le manipuler avec précaution. Le meilleur moyen d'éviter un needling à long terme, c'est de s'assurer que l'implant est mobile et libre sous la conjonctive et qu'une large bulle est obtenue en salle d'opération. Il faut toujours confirmer la position finale du tube à l'aide d'un gonioscope. Ici, on voit que sa portion intracamérale est de 1 mm environ. Pour rappel, certains chirurgiens préfèrent d'ailleurs implanter le XEN sous gonioscopie pour s'assurer de rentrer antérieurement au trabéculum pigmenté et éviter tout saignement de reflux. Il y a eu plusieurs variations à partir de la technique initiale. Ici, on voit la technique ab externo. Le XEN est introduit de l'extérieur vers l'intérieur. Alors avec la technique ab interno, il est parfois difficile d'être certain qu'on est passé à travers l'aténon, alors qu'avec la technique ab externo, on comprime l'aténon contre la sclère et il est plus facile de déployer le XEN sous la conjonctive. La technique ab externo nécessite moins de manipulation et peut donc être offerte en chirurgie mineure. L'injection de mitomycine C est faite typiquement post-injection de XEN. On va passer en revue quelques éléments clés qui permettent d'assurer un meilleur succès au niveau de la chirurgie. Alors au niveau de la sélection des patients, évitez les patients avec des joues proéminentes ou des yeux creux. Évitez également les yeux avec de la cicatrisation en supérieur. Tout comme la chirurgie de trabéculectomie, le succès est conditionné par le traitement des maladies de surface oculaire et notamment de la blépharite. Pour ce qui est de la technique, il faut utiliser beaucoup de viscoélastique pour approfondir l'angle, ce qui permet une pénétration plus facile du XEN à travers la sclère. L'élément central pour le succès, selon moi, c'est définitivement le placement du XEN dans l'espace sous-conjonctival. Pour ce qui est du needling, il faut needler le plus tôt possible si jamais on suspecte un échec. On a conduit notre propre étude rétrospective au niveau du CHUM avec 165 yeux consécutifs qui ont été traités en 2 groupes, un XEN et un phaco-XEN. Pour ce qui est des caractéristiques pré-op, la majorité des caractéristiques étaient semblables, avec un âge moyen de 67 ans, une moyenne de pression de 23,3 mm de mercure en pré-op et 3,4 classes de médication en moyenne. Le glaucome primaire était le plus représenté. 5,5% avaient déjà eu une chirurgie incisionnelle de glaucome, TRAB ou tube, et 10,4% avaient déjà eu une CPC micropulse ou un G-probe. Le succès chirurgical complet était défini comme une pression entre 6 et 18 mm de mercure et une réduction d'au moins 20% sans médicaments. Le succès chirurgical qualifié était défini de la même façon, mais en permettant l'utilisation des médicaments. À 24 mois, le succès complet était de 24,1% pour le XEN versus 15,3% pour la chirurgie combinée. Pour ce qui est du succès chirurgical qualifié, on avait un succès pour le XEN de 74,5% versus 68,1% pour la chirurgie combinée. Dans l'étude, on a eu une tendance à avoir plus d'échecs avec le groupe des chirurgies combinées, mais ça reste une tendance non statistiquement significative. Il n'y avait pas de différence significative non plus en termes de baisse de pression ou de baisse de médication entre les 2 groupes. On avait une baisse de 40,7% pour le XEN seul au niveau de la pression versus 41,7% pour le phaco-XEN. En post-op, on a eu une augmentation initiale de la pression avec un plateau atteint à 3 mois. Nos résultats sont compatibles avec la littérature publiée. On avait une baisse au CHUM de 41,2% de pression si on combine les 2 groupes et de 1,4 médicaments à 2 ans. Très peu d'articles comparent directement le XEN et la trabéculectomie. 2 études rétrospectives ont été faites, l'étude de Schlenker avec 354 yeux et des résultats similaires en termes d'efficacité et de complications entre la TRAB et le XEN. Cependant, le taux de succès de TRAB semble bas à 75% et le taux de needling post-TRAB dans l'étude semble haut à 31%. Donc, des résultats sous-optimaux de la TRAB dans ces études pourraient expliquer les résultats similaires en termes d'efficacité entre la TRAB et le XEN. La deuxième étude, l'étude de Para avec 121 yeux qui a été publiée en 2019, montrait des résultats similaires en termes d'efficacité entre le XEN et la TRAB et un meilleur profil de complications pour le XEN. Les complications étaient peu fréquentes dans notre étude et pour la plupart transitoires et ne nécessitaient pas d'intervention. L'hypotonie et l'éphéma étaient les complications les plus communes et étaient résolues toutes dans le premier mois.
À part ces deux complications, exclusivement réservées au groupe solo microstent, il n'y avait pas de différence statistiquement significative entre les deux groupes. À noter qu'on n'a eu aucun cas d'endophthalmie. Pour les interventions post-opératoires, il y avait deux types d'interventions post-opératoires, les injections seules de mitomycine ou de 5-FU et les needling couplés à des injections de mitomycine ou de 5-FU. La plupart des injections post-op étaient des injections de 5-FU et avaient lieu dans le premier mois pour lutter contre l'encapsulation. La plupart des needling ont eu lieu après un mois et on a eu plus souvent recours à la mitomycine C pour le needling. Il y avait une tendance pour plus de needling dans le groupe Facotrap. Ceci dit, on avait des résultats qui étaient non statistiquement significatifs. Donc, on avait notamment 32% de needling dans le groupe Xen versus 42,6% dans le groupe Faco-Xen. En termes de réopération, on a eu 20% de réopération dans notre étude, avec comme chirurgie subséquente le tube shunt en majorité. Il n'y avait pas de différence dans le taux de réopération entre les deux groupes, solo-Xen versus Faco-Xen. Notre taux était plus élevé que dans la littérature, ce qui peut être expliqué par notre follow-up qui était plus long dans notre cohorte. En conclusion, la chirurgie de Xen présente un bon profil en termes de sécurité et d'efficacité. La chirurgie est courte, avec moins de manipulation typiquement que la chirurgie traditionnelle et une récupération plus rapide. La technique est également reproductible. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite un excellent congrès.